Disons que la culture sales américaine est plutôt naturelle. On est dans une aventure humaine et c'est important de le rappeler régulièrement. La chance qu'on a, c'est qu'on reste un must-have, donc les gens ont besoin de faire du nouveau business et Ringover, ça sert à créer du business. C'est une force. Quand tu es sales, arriver à avoir le bon discours, le bon message, arriver à vendre quoi qu'il arrive, c'est super. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, CEO, entrepreneurs, directeurs commerciaux et top performers, pour explorer leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic Rateau, CEO de Ringover, superbe solution SaaS française, je tiens à le préciser, de téléphonie cloud, mais pas seulement, qui est aussi un super outil de sales enablement. Ludovic, ravi d'être chez toi aujourd'hui dans tes bureaux pour ce podcast. Ravi de même, merci de prendre ce temps. Et puis en plus, on fait dans nos bureaux, ce qui est assez rare du coup pour le podcast, mais exactement. Bienvenue chez nous. C'est la grande première, mais je suis vraiment ravi d'être ici, parce que ça fait longtemps effectivement qu'on travaille des sujets de sales enablement ensemble. Déjà, est-ce que pour nos auditeurs, Ludovic, tu peux rapidement te présenter ton poste, ton périmètre du poste, le nombre de collaborateurs aujourd'hui chez Ringover et sur quel marché vous êtes implanté? Bien sûr. Ludovic Rateau, du coup, je suis le CEO, cofondateur de Ringover. Moi, j'avais un background qui était très product tech. J'ai participé justement à la création de la jeunesse de Ringover. Pour petit historique rapidement, en fait, Ringover a été construit complètement en interne. C'est une techno qui est souveraine et on est très fiers d'avoir pu justement reconstruire les briques qui permettent aujourd'hui à un CCaaS digne de ce nom d'être avec une techno souveraine. On est 335 employés aujourd'hui, toujours une forte croissance, 4 bureaux, un du coup à Paris, un à Barcelone, un à Londres et un à Atlanta aux États-Unis. Le dernier ouvert d'ailleurs par Ringover. Non, ça pousse très très vite. En termes d'innovation aussi, on bouge beaucoup. On est connu pour le Ringover très téléphonie cloud, comme tu l'as dit. Depuis, on a rajouté beaucoup de choses dans la solution. On couvre maintenant l'ensemble des moyens de communication de l'entreprise, avec la vidéo évidemment, Zoom, Google Meet, Teams, de même que WhatsApp, les SMS ou les mails directement imbriqués dans une solution hyper intuitive, connectée aux outils métiers, avec de l'IA, on le dira après, mais aussi souveraine, exactement faite pour les directions commerciales ou support ou staffing. En gros, les Customer Facing Teams, comme on aime bien les appeler. Ok. Et lorsque vous avez créé Ringover, quel problème à ce moment-là vous souhaitiez résoudre? Et est-ce que vous êtes toujours sur ce même sujet de résolution de problème ou le problème finalement avec le temps s'est amplifié quand on a mis le doigt dans l'engrenage? Alors ça, c'est fun story. Il faut se rappeler, il faut se remettre en contexte avant Covid. Ouais, parce que Ringover est né quand finalement? En Quelle fait, date à peu près? Alors Ringover, c'est issu d'une maison mère qui s'appelle BJT Partners. C'était une startup studio, un peu comme on voit aujourd'hui, c'est très commun, mais en fait à l'époque ça n'était pas du tout. On avait une maison dans Paris dans laquelle il y avait plein d'idées, plein de produits qui étaient lancés. Et en fait, nous, on savait faire des produits. On n'était pas sales, pas marketing. On lançait un produit. Il fallait que fallait que la user experience soit parfaite pour pouvoir le vendre directement, soit en SEO, soit en SIA. En gros, soit en référencement organique, soit en payant des ads. Une fois qu'on a fait ça, à un moment, en 2018, on s'est dit, putain, il y a un truc à creuser là-dessus sur Ringover. Comment c'est né? En fait, au début, on avait un PBX en interne pour s'appeler. Sauf que nous, on travaillait déjà un peu comme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu différent. C'est-à-dire qu'on travaillait depuis Starbucks, depuis chez nous, depuis le bureau, et en fait, tout en continuité, sauf que le téléphone ne suivait pas du tout, donc on utilisait nos portables. Et en fait, je me suis dit, attends, on a été jusqu'à construire un réseau à Mayotte, pourquoi on ne peut pas se créer une solution via WebRTC, parce que je suivais toutes les Google News, etc., sur le Google Chrome. Et en fait, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Il faut se rappeler, à l'époque, c'était du flash. Donc, en gros, tu avais du flash qui surchargeait la batterie, etc. Déjà en voie de disparition parce que Mac avait décidé avec Safari de supprimer Flash parce que ça consommait trop de batterie. Et du coup, Chrome arrivait avec une nouvelle solution directement embarquée. Donc, c'était un pari. Parce qu'en fait, ça se disait, ok, est-ce que demain, on va utiliser le navigateur pour faire du téléphone? Ça paraît évident aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est évident. COVID, les visios n'existaient pas. Moi, je ne faisais jamais aucun entretien en visio. Évident. Donc, du coup, on a commencé à créer ce petit dialer dans le WebRTC. On mettait un casque. Et en fait, j'ai codé ça à quelques nuits, tu vois. Je suis arrivé, j'ai vu Renaud, donc un des autres cofondateurs. Je lui dis, mets un casque et appelle ta femme.
Et en fait, à l'époque, il y avait rien. Ouais. Ça n'existait pas. Donc quand on codait des choses, c'était magique parce que tu inventais quelque chose. Mmh. Maintenant, c'est complètement commun, je suis d'accord avec toi. Tu passes ta vie sur Google, sur Zoom, et cetera, sur Teams. À l'époque, c'était nouveau. Avant Covid, ouais, effectivement, c'était quelque chose de très surprenant, ouais. Du coup, c'est né comme ça. Et OK. puis, d'autres, concurrents étaient là et puis on a avancé et puis en fait, grosse confrontation, plus d'intégration, plus de fonctionnalités, plus. Aujourd'hui de l'IA, de l'omnicanal et cetera et tout est monté comme ça. Et justement, parce qu'aujourd'hui, ce qui était, très innovant à l'époque est devenu un marché aujourd'hui très concurrentiel. Comment, Ringover continue de se démarquer de la concurrence? Alors, peut-être qu'on a un ADN qui est très tech. On l'a dit du coup, par rapport à cette un peu startup studio, très tech. Donc en gros, notre idée, c'est de se dire: «OK, on avait le choix d'être, rapide, comme Mmh. certains autres concurrents l'ont fait et de prendre une grosse brique type Twilio, de faire un nouveau produit basé là-dessus et voilà. Le problème, c'est que tu es dépendant de, la roadmap, de ces gros et cetera et le jour où ces gros viennent en face de toi, il y a pas beaucoup de valeur ajoutée. On a fait un choix qui était différent, c'est-à-dire qu'on avait déjà les interconnexions avec Orange, avec SFR, des gros Mmh. clients à l'époque, qui nous vendaient des minutes en gros, en fait, et on utilisait ces intercos-là pour faire des services télécoms et donc on s'est basé sur l'infrastructure dont on disposait pour reconstruire, parce qu'en fait, tout ce que faisait Twilio, nous, on pouvait très bien prendre uniquement les briques de SICAS qui nous intéressaient. On les recréait parce qu'on savait le faire, c'est notre métier. Et de là, en fait, est partie toute la genèse de Ringover. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est très différenciant. Quand est venue la RGPD, Mmh. en fait, on avait déjà les machines hébergées chez nous, on savait où elles étaient, dans quel data center, 3 data centers en France. On savait exactement où étaient localisées les données des clients. Donc pour nous, c'était hyper simple de se dire: «OK, on peut être demain brandé RGPD», voilà. Bien sûr, sous quelques ajustements près. Donc en fait, ça, c'est une grande force. On a la maîtrise de notre stack, on va très, très vite pour l'améliorer, on va très, très vite aussi pour déployer de nouvelles fonctionnalités. Je pense qu'on est passionné aussi. Mmh. Donc du coup, c'est une énorme force de pouvoir se dire: «OK, on a un des produits les plus aboutis au monde», et de pouvoir servir les équipes commerciales ou les équipes support ou le staffing, c'est quelque chose qui, nous anime. Effectivement, en faisant mon petit benchmark marché, puisqu'il faut bien que je travaille quand même un peu les podcasts et j'ai fait mes devoirs, ressort très souvent effectivement la qualité de la technicité. Alors moi je suis pas dev, mais en tout cas effectivement c'est ce qui ressort, très souvent. Avoir un bon produit c'est bien, mais il faut aussi, savoir bien le vendre. Et là c'est top parce qu'on a ton recul d'expérience de quasiment maintenant bien 10 ans, hein, la décennie, approche. Entre le moment où vous avez lancé le produit et aujourd'hui, comment la stratégie commerciale a évolué et est-ce que, en regardant en arrière, tu as vu des étapes clés, qui ont permis justement de scaler, de passer de 20 à 50 à 200 à 300? C'est-à-dire que nous, on vient d'un système où on produisait des produits qu'on mettait sur internet et tu avais pas besoin de faire quoi que ce soit, ça se vendait pas, tu mettais ta CB sur le net, ça marchait et nous, le but, c'est d'avoir le client le plus satisfait possible pour pas qu'il nous appelle. Évidemment, cette mentalité-là, elle marche quand tu as un tout petit service, mais ça marche pas quand tu vas scaler. Ringover, directement, c'était, une traction énorme. C'est-à-dire que tout le monde en voulait, on devait suivre et cetera et bah, souvent les gens pour ce type de prestation, parce que c'est quand même des prestations assez chères, on parle de 30 à 50 € la licence, alors là, il te faut un sales Mmh. et nous, on s'est dit: «Merde, c'est quoi un sales?» parce qu'en fait, on ne savait pas et je me rappelle même une, réflexion qu'on a eue entre founders, c'est je me rappelle l'un d'eux qui me dit: «Tu qu'on va devoir payer un sales plus cher que toi?» Alors remis dans son contexte, c'est très drôle, mais en fait, c'était vraiment un changement de mindset Mmh. et moi, ce que j'ai répondu, c'est: «Oui, c'est tout à fait normal de le payer plus cher si c'est lui qui rapporte à la fin le chiffre» Mmh. et donc de là est partie justement cette partie sales et cetera. On a recruté un directeur commercial, quelqu'un qui venait justement de Coriolis. OK. Je me rappelle, on a fait les premiers meetings. En gros, je faisais du pre-sales. Donc j'allais en rendez-vous avec les commerciaux, on essayait de convaincre. Des fois, on nous disait: «Voilà, moi j'aimerais bien ça dans la solution» et cetera et en fait, on a toujours essayé côté produit de se dire: «OK, comment est-ce qu'on peut intégrer les feedbacks utilisateurs?» hem, Bien sûr, pas toujours dire oui, mais aussi ne pas toujours dire non. Il y a un juste milieu pour pouvoir convaincre. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, la nuit, en fait, je faisais le travail de dev, le soir, j'aidais le support, le lendemain, je repartais devant le client et c'était le plaisir de se dire: «Putain, regardez, Mmh. on a fait
On va écouter ce que vous avez dit, va on fait écouter. évoluer le produit. Et en fait, ça évolue rapidement. Et donc, tu signes tes premiers 10 licences. Génial, tu vois. Alors qu'avant, tu signais que des 1, 2, 3, 10. Ah, génial. Et puis, tu avances comme ça. Et puis, tu rencontres des super profils qui te disent moi, je vais aller en Espagne. Moi, je vais faire le UK. Donc, tu essaies, tu les mets dans ton écosystème, dans ton entreprise. Depuis Paris, tu essaies de conquérir l'Espagne. Depuis Paris, tu essaies de conquérir le UK. Et bon, il n'y a pas de recette magique. L'Espagne, ça a bien marché. Attends, je vais revenir dessus là, tu as vite en besogne. À partir de combien de sales vous vous êtes dit il faut qu'on prenne un directeur commercial? Parce que vous n'y pas du métier. Alors oui, exactement. Bah, en fait, on a été très vite parce que je pense qu'on avait 3 sales, 4 sales maximum. Et en fait, on a pris directement quelqu'un qui allait pouvoir porter le chiffre parce que c'était pas notre métier. Il nous fallait quelqu'un qui puisse à la fois développer la vente directe, mais aussi la vente indirecte. Parce que la vente indirecte, c'est quand même un moyen formidable de pouvoir scaler à travers des partenaires qui vont, eux, pouvoir revendre du Ringover directement chez leurs clients ou chez des nouveaux clients que nous n'adresserons pas en direct, ou alors on n'est peut-être pas assez local pour l'adresser. Ok, donc 2 équipes, une équipe en vente pure outbound, en vente directe, une autre équipe en vente indirecte. Et sur ces 8-9 dernières années, est-ce qu'il y a eu des étapes cruciales dans le développement où vous êtes passé de 20 à 40, de 40 à 80? Alors oui, alors ça s'est fait de manière très progressive. Ça a été très très linéaire. Très très linéaire. La France, bon, très linéaire, c'est le premier marché de Ringover, ça marche bien, ça scale, etc. Il y a une masse critique dessus. L'Espagne aussi, ça a très bien marché. On a ouvert le bureau à Barcelone, on a tenté un country manager depuis la France, ça a très bien marché. Maintenant, elle vient seulement cette année de partir en Espagne. Elle avait des équipes sales et support en Espagne à Barcelone dans le bureau. Donc il y a environ 20 personnes en Espagne sales support. Par exemple, si on prend le cas de l'Espagne et qu'on parle un peu d'export, donc là, vous avez commencé la stratégie de se dire on teste le marché espagnol depuis la France? En fait, on a tout testé depuis la France. Okay. Et ça a plus ou moins bien marché. Pour l'Espagne, ça a marché. Et ça s'est fait par sérendipité ou vous avez vraiment fait une étude de marché en amont? Opportunité. Opportunité. En fait, pour recruter un country manager, il faut quelqu'un qui ait un côté entrepreneurial, qui ait envie d'y aller, qui ait du sens sales, et qui a envie justement de se faire une place. Parce qu'au début, c'est dur. On est face à des concurrents qui sont très forts. Et on est nouveau dans la place, on sait ce qu'on vaut sur un autre marché, mais on ne sait pas ce qu'on vaut sur celui-ci. Il y a du doute, et à la fois, il faut être avec un mindset d'acier, parce que tu ne peux pas te laisser faire. Donc, pour l'Espagne, c'était cette histoire-là, et le UK, c'était différent. On a essayé depuis la France, et là, il a vraiment fallu au UK monter un bureau local, prendre un country manager local, et c'est là que ça a vraiment décollé. C'est un sacré budget, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un vrai point clé des solutions SaaS en France, c'est de se dire, bon, on commence à être un peu mature sur le marché, on va essayer de partir à l'export. Et se pose la question de est-ce qu'on le teste sur notre marché, est-ce qu'on s'implante directement localement, mais c'est un certain coût. Comment tu juges ces paris-là? Est-ce que tu fais un BP? Est-ce que ça se fait un peu au doigt mouillé parce qu'on est des entrepreneurs, au début, faut tester? Et franchement, t'es combien de budget pour se lancer sur... Alors franchement, c'est des questions qui sont extrêmement difficiles à répondre parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend du marché, ça dépend... nous, on a eu la chance, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui a fait l'Espagne directement et qui m'a dit je vais là-bas, ok, trop bien, viens, et elle est toujours là et elle est géniale. UK, on a levé de l'argent justement pour se dire on va internationaliser l'équipe sales de Ringover. Ça coûte évidemment beaucoup d'argent, donc on va lever. On a pris justement Expedition avec nous, Expedition Grosse Capital, qui est un formidable aide pour nous et qui nous a dit directement ne soyez pas franco-français. Allez à l'international, répliquez ce que vous savez très bien faire en France, ouvrez un bureau à Londres. Le marché UK est énorme par rapport au marché français. Donc allez en Espagne, allez au UK et testez justement avec ces 3 marchés-là. Déjà, vous couvrez pas mal l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, on a des clients partout dans le monde. C'est vraiment ces 3 bureaux-là qui sont importants parce qu'il y a des sales et du support directement locaux là-bas. C'est vraiment des marchés prioritaires. Et sur la partie sales, parce que bon, c'est sûr que cette partie m'intéresse plus que les autres, hein, tu m'en excuses. Est-ce que, en termes d'organisation commerciale, vous avez dupliqué ce que vous aviez en France, ou finalement il y a des structurations d'équipes un peu différentes selon ces marchés, plutôt latins, plutôt anglo-saxons? Ok, hyper important. Structuration d'équipe, c'est à peu près pareil. Pour la partie indirecte UK, c'est vraiment très petit. Mais en gros, on a à chaque fois des lead gen partners en France, en Espagne, et on a la partie VD où c'est des personnes qui vont signer en direct, soit en inbound, soit en outbound, et selon des tiers qui sont définis.
En revanche, ce qui est intéressant, c'est la partie verticale métier. On va peut-être y revenir après sur les US, mais la France et l'Espagne, on a directement ciblé des tech companies. Tech companies qui sont très digitales, qui aiment bien ces solutions-là, qui sont déjà évangélisées. Ça marchait très bien et qui souvent avaient un CRM aussi dernier cri, des Salesforce, des HubSpot sur qui on vient ad hoc. UK, complètement différent. On a mis du temps parce que ça marche. Et en fait, il a fallu qu'on ouvre les US pour que vraiment ça prenne au UK. Est-ce que besoin de légitimité, c'est ça pour les clients Alors peut-être un peu de légitimité, mais surtout en fait pour les US, il a fallu complètement repenser sa vente. C'est-à-dire Les US, les clients US achètent très vite, mais quittent très vite. Quand tu dois répondre à un ticket, ils te disent ok, si c'est pas réglé dans 1 heure, en fait, je m'en vais, je te charge. Ok. Du coup, il a fallu se mettre sur les US standards pour la partie ticketing et la partie sales de même a dû suivre. Sales, les Américains sont très process. Il fallait rédiger l'ensemble de la chaîne et il ne fonctionne que comme ça. Et ça fonctionne extrêmement bien si c'est fait comme ça. Du coup, quand on leur a dit, un peu comme les latins, fais tech partner, fais tu vois, Zendesk, HubSpot, Salesforce, etc. En fait, ils se sont dit, les gars, non, c'est pas possible. Donc en fait, on les a structurés de sorte à ce qu'on fasse une seule verticale. Staffing industry. Donc appuyé avec des bullhorns, des avions T, etc. Staffing, on ne fait rien d'autre. Il vaut mieux être le numéro 1 d'une petite partie que d'être le X du marché. Staffing. Et là seulement, on a dépassé les 2 millions d'ARR aux US et on a fait la même stratégie au UK qui marche aussi, 2 millions d'ARR au UK aussi. Ok. Donc très verticalisé, très processé, avec un les latins où en gros tu dis ok, on vend à toutes les équipes sales, équipes support du monde, on a le meilleur produit pour vous, go. Mais j'ai souvent ce feedback que dans les pays latins, on commence alors ça prend du temps à se mettre à travailler ensemble et puis après on prend le temps à ce que ça fonctionne, on fait effectivement des comités, des réajustements et aux US ça signe vite, mais effectivement ça churn aussi derrière très vite, il faut être... il faut un service impeccable, sinon... ouais. Par contre, ça signe très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça prend très vite. C'est un énorme marché, il est beaucoup plus gros que l'Europe, c'est canon. Et à refaire sur les organisations commerciales et la stratégie d'expansion, si tu devais retravailler ce sujet, avoir une baguette magique, revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu optimiserais? Quels conseils tu donnerais à ta... Il y a des choses que nous, on n'aurait pas fait comme ça. C'est-à-dire? Il y a plein de choses sur lesquelles on a perdu du temps. Lesquelles? C'est ça par exemple, le country manager UK, tu le mets direct au UK, tu prends un bureau à Londres, tu prends pas depuis la France. Nous, ça n'a pas marché. Après, je peux pas dire, peut-être que pour d'autres, SaaS player, ça va bien marcher. Tu me demandes le conseil que je me serais donné il y a des années, c'est mets le country manager UK au UK. Prends un cofondateur, mets-le aux US, comme aujourd'hui. Là, ça marche. On a commencé, les US aussi, c'était compliqué pour nous. On a commencé avec un premier head of sales. On ouvre un bureau à Atlanta. Pourquoi Atlanta? Parce qu'en fait, on se disait, il faut qu'il y ait une proximité avec les équipes européennes. Donc, il faut côte Est. Il faut 6 heures de décalage maximum, parce que sinon, ils se retrouvent à San Francisco. Alors, c'est génial d'aller là-bas, trop bien. Mais sauf que si tes équipes ne peuvent pas se voir à cause du time zone, c'est un problème. Donc, on prend à 6 heures, on se dit, il y a New York, il y a Miami, il y a Atlanta. Atlanta a la chance d'avoir un hub direct vers Paris. New York est bien sûr aussi direct Paris, mais beaucoup plus cher, beaucoup plus de concurrence au niveau des commerciaux. Miami aussi, donc en fait on a choisi Atlanta. Peut-être bêtise qu'on a fait, c'est de recruter un head of sales qui était en fait lui à Chicago. Ok. Je sais pas pourquoi. Écoute, à y repenser, je sais pas. Ça a pas bien marché, forcément, et ça a pris à partir du moment où Renault est parti aux US, a installé, est parti donc avec sa famille là-bas, s'est vraiment installé, et maintenant ça commence à croître et on a des gens super qui vendent même à un segment de marché qui est plus haut que ce qu'on fait en Europe. Ils arrivent à targeter directement du mid sans passer par la case SMB ou indice. Et tu vois une grosse différence de niveau dans les équipes sales aux US par rapport au marché européen? Parce qu'on les prend souvent d'exemple sur les stratégies. Alors, disons que la culture sales américaine est plutôt naturelle. C'est-à-dire que, on a cette vision en Europe, et je pense qu'elle est vraie, mais ce n'est que mon point de vue personnel, où en effet on dit
n'importe quel petit Américain, on le force à aller sur scène et à être naturellement hyper à l'aise. C'est une force. Quand tu es sales, Ouais. arriver à avoir le bon discours, le bon message, arriver à vendre quoi qu'il arrive, c'est super. Et on n'a pas forcément cette culture-là en Europe. Je ne sais pas si elle est mieux, mais en tout cas, oui, elle est peut-être plus persuasive. Ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi, là, si je reprends ma casquette de CEO, c'est aussi attention à ce qu'on ne te vende pas aussi monts et merveilles en termes de ressources humaines. Avec ton expérience, avec les implantations de Ringover en France, en Europe et à l'international, et ton recul que tu pourrais avoir sur la question, comment on fait pour finalement cerner un potentiel d'un bon discours? Et surtout, parce qu'on interroge nous sur We Are Sales beaucoup de Head of Sales, un peu moins de CEO, comment on fait pour les manager et les fidéliser? Parce qu'on se pose souvent cette question effectivement pour les sales, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, quand on commence à avoir une taille critique, bah, trouver des top managers dans la durée, c'est pas si évident. Et surtout, je finirai ma question là. Quelles sont pour toi les spécificités des top managers à quelle étape? Parce qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes profils selon les Ouais. différentes étapes de scale dans lesquelles on est. Ah ouais, je comprends. Alors, C'est une grande question, chef. grande question, et encore une fois, c'est très personnel. Mon point de vue, en effet, il y a plusieurs étapes du scale. Tu as la partie starter, où tu as besoin de quelqu'un qui va se débrouiller, avec une expression bien connue, et qui va, voilà, qui va débroussailler le marché avec rien. Et Ok. qui va te vendre. Je me rappelle, j'avais un premier sales comme ça et qui me disait: t'inquiète pas, là ça va signer, j'ai 12 000 licences de dev qui arrivent. On n'était pas connus, on signait du 1 à 5, tu vois, mais sauf que ça le faisait rêver, ça. Et bon, true story, on n'a jamais signé EDF, pas encore en tout cas. Ensuite, tu as besoin de quelqu'un qui va arriver à cadrer. Arriver à cadrer une petite équipe, arriver à les organiser, à s'assurer que tu as bien appelé tous les prospects. Ensuite, tu as l'étape, je pense, du CRM, où tu dois choisir le bon CRM pour pouvoir driver ton activité. Pardon. Donc là aussi, on pourrait y revenir. Il y a des fun facts là-dedans. Une fois que tu as fait ça, nous, il y avait la partie aussi indirecte. Comment tu arrives à scaler cette partie indirecte-là avec les bons partenaires? Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent correspondre. Il faut faire vraiment le bon choix de quel partenaire peut scaler avec toi. Quand tu arrives, je pense, aux 15-20 millions d'ARR, là, ça change. Là, il faut arriver à scaler des grosses équipes multi-countries. Forcément, quelqu'un de bilingue, trilingue. Très, très fort leadership. Et évidemment, on parle de sales, donc il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. C'est quelqu'un qui va porter le chiffre. Donc, c'est des profils qui sont assez rares à trouver parce que, encore une fois, c'est mon point de vue personnel. Une fois que tu as fait le 5-20, des fois, c'est un peu cassant. Je discutais ce matin en disant, oui, dans une scale-up, 1 an, c'est comme 3 ans, ou parfois certains disent 1 an, c'est comme 5 ans. Du coup, tu es un peu cassé. Tu n'as pas forcément envie de refaire la même chose. Des fois, tu as envie de continuer, de faire le 20 à 50, 20 à 100. En tout cas, souvent, tu n'as pas envie de refaire. Sauf que quand tu es une boîte et que tu cherches quelqu'un pour faire ça, tu as besoin de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait. Exactement. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver le profil idéal exactement qui veut bien un refaire. Donc, tu mises sur un challenger qui a le potentiel. Est-ce qu'il l'a? Arrive à détecter assez rapidement. Et là, nous, on est plutôt dans la phase de OK, à 40, comment tu vas à 100 millions? Là, je pense qu'il faut encore une autre dimension de quelqu'un qui va prendre encore plus de hauteur, qui va être. Je pense toujours, nous, c'est très important, en tout cas, chez Ringover, d'être hands-on, donc vraiment les mains dedans, ne pas quitter le terrain. C'est très très important d'avoir quelqu'un qui est encore proche du terrain, mais avec cette dimension quand même stratégique. Création de BP, s'assurer que toutes les bonnes KPI du SaaS sont respectées, que la croissance est bonne, qu'il y a du ROI aussi qui est fait, et que l'EBITDA est là aussi. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire monter ton Head of Sales qui a fait de 1 à 5 millions, le former, le challenger pour qu'il arrive à passer de 5 à 20, ou il faut avoir ce courage managérial de dire on est tous faits pour des choses différentes, ton cœur de métier c'est le 1 à 5, il faut aussi derrière savoir couper pour le bien de tous et passer sur un autre profil parce qu'il sera qualifié en souffrance. Alors nous, ce qu'on a vu justement, c'est qu'un starter, au bout d'un moment, a certaines limites. Et ensuite, tu prends quelqu'un qui va scaler, qui a lui-même des limites, afin d'arriver à l'étape d'après. Encore une fois, il y a sûrement des gens qui font ça très bien, qui peuvent te faire un 0 à 1 milliard
Franchement, je pense que toutes les exceptions existent. Mais c'est ton point de vue. De ton point de vue, mieux vaut effectivement bien structurer ces différentes étapes. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, en tout cas, oui, ça a été fait Ok. comme ça et Ok. il fallait que ce soit fait comme Ok. ça. Et est-ce que tu ressens, alors on parle souvent aussi aujourd'hui un peu des sales ou des junior managers qui sont un peu moins impliqués dans les sociétés. Est-ce que tu ressens ça aussi de la part des DIRCO, des C-level? Génération Exactement. Z. Mais est-ce que tu le ressens aussi par rapport au C-level? Et est-ce que vous commencez à réfléchir sur des sujets de comment justement faire en sorte qu'ils soient toujours dans la performance et les fidéliser? En fait, quand tu es dans une scale-up, je pense que tu es obligé de fidéliser. Tu es obligé de. Alors, il n'y a pas que l'argent pour ça. Il y a aussi, on est dans une aventure humaine et c'est important de le rappeler régulièrement. Pourquoi on se bat, la vision, vers où on va, ce qu'on veut faire. Même pour tes C-level? Bien sûr. Tu pars du principe que normalement, ils sont suffisamment capés Ouais. pour intégrer ça et que ce Alors, soit eux. c'est pas un problème de caper, c'est le problème Ouais. que tu as besoin de les emmener avec toi. Hmm. En fait, nous, on est 3 co-founders, on essaie de se débrouiller dans ce monde du SaaS, tu vois, mais franchement, nous, on est passionnés, mais il faut quand même arriver à, comme des locomotives, arriver à tirer tout le monde vers le haut, extraire les hyper-performances de chacun. Tu vois, on fait aussi des talent reviews. Talent review, génial, tu as une grande grille, tu peux placer, etc., les personnes dedans en fonction d'eux. Hyper important parce que ça te permet de voir comment tu peux faire évoluer telle ou telle personne dans l'entreprise. Je pense que dans tous les étages de l'entreprise, que ce soit C-level, manager, middle manager, n'importe qui en fait a besoin d'être embarqué parce que tu passes 8 heures de ta journée à travailler. Franchement, j'espère que les gens aiment bien faire ça. Et pour que tu leur donnes envie, il faut aussi que tu leur expliques pourquoi on le fait. Donc je pense que la vision est très très importante. Alors, on dit souvent que la vente, c'est un transfert d'enthousiasme, donc il faut vendre aussi en interne Ah ouais. ces C-level, ce transfert d'enthousiasme pour qu'ils puissent T'es obligé. Et transférer, c'est pareil, derrière. tout le monde doit vendre. En tout cas, Ouais. nous, c'est ce qu'on voit. C'est tout le monde doit vendre. C'est-à-dire que moi, je suis CEO, en ce moment, je suis un peu le CSO par intérim. Ouais. En fait, on est obligé de vendre. Le marketing doit vendre. Les products doivent vendre. Le sales doit vendre. On est des boîtes de SaaS, ce sont des boîtes de vendeurs. On en discutait tout à l'heure. Ouais, Salesforce ont inventé le SaaS, tu vois. Ils ont inventé le truc de se dire, ok, comment est-ce que tu vends un outil complètement dans le cloud avec un accès hyper simplifié à l'interface. Tu n'as plus besoin de déployer tout ça chez toi en on-premise. D'ailleurs, vous êtes sur quel CRM, par curiosité? Salesforce. Salesforce. Vous avez toujours été sur Salesforce ou vous avez fait de la... Je vois à ton visage que ça a été un... Non, mais en fait, chemin de c'est croix. indiscutable que c'est un excellent outil. C'est juste, je suis frustré parce qu'on n'a toujours pas réussi à en faire une machine de guerre chez nous. Ouais. C'est ça qui me frustre. Et nous, on vient d'un... Tu sais que le CRM le plus utilisé par les boîtes de 1 à 50, tu sais ce que c'est? C'est HubSpot, non? Non. C'est Excel. Oui, Excel. Ah oui, mais Excel, oui, bon, ça c'est un autre sujet. Mais Excel restera Excel et sera, je pense, indétrônable. Certains ont Ça, encore sur dit. mesure. Ensuite, on a pris du Pipedrive, quand Ouais. c'était 20-30, tu vois. Pipedrive marchait très très bien. Et puis en fait, on a fait le saut directement sur du Salesforce, à la fois parce qu'ils font des très bonnes ventes, et qu'ils sont très forts, que c'est un très bon outil. Mais pour nous, tu vois, à refaire, c'est pareil. J'aurais peut-être pas pris Salesforce direct. Je les adore, j'ai pas de problème avec Salesforce, mais peut-être que le stade de Pipedrive vers Salesforce, il aurait peut-être fallu quelque chose entre les deux. Parce qu'en fait, Salesforce c'est génial, tu peux faire ce que tu veux, c'est hyper customisable, etc. Mais en fait, quand tu es une petite boîte, tu ne sais pas forcément comment tu veux organiser ton CRM. Du coup, il faut te mettre un minimum de templates et de choses préfaites. Je pense que si on nous avait donné un CRM à l'époque qui était « c'est fait comme ça et débrouillez-vous », je pense que ça nous aurait servi un peu plus. Ok. Et puis, effectivement, Salesforce c'est une vraie machine de guerre, mais il faut des intégrateurs à plein temps qui s'en occupent. Donc, c'est comme tout, comme les grosses machines. Il te faut des gens en interne qui le font, il te faut des intégrateurs externes qui t'aident à l'intégrer, il te faut... Je suis d'accord. Ouais, absolument. Et c'est un investissement coûteux, mais quand ça marche bien. Et comme on parle un peu de tech, justement, c'est quoi pour toi, en plus, c'est ça qui est génial dans notre échange d'aujourd'hui, c'est que tu as eu les mains dans le produit et tu continues de l'avoir. Tu as une baguette magique, financement illimité pour de la R&D, les prochaines features que tu aimerais sortir dans l'idéal chez Ringover.
Alors, c'est même pas dans l'idéal, c'est que ça va sortir. Ah dis-moi plus. Tu vois, on a discuté ensemble, on a lancé Seamless Ouais, faut que je le teste il y ça. a un mois, bah voilà. J'étais content parce qu'en 13 minutes, bah, j'ai réussi à te le vendre alors que je cherchais pas à le vendre. Bah parce que ça répond à un besoin. Alors pour ceux qui nous écoutent, voilà, le problème effectivement des solutions de VoIP, prise de notes, etc., c'est que c'est top quand tu es sur ton ordinateur ou tu peux appeler de ton téléphone par Internet, mais très souvent sur des métiers de chasseurs de tête, de consultants comme nous, pour certains agents immobiliers ou dans le bâtiment, tu es toujours sur ton 06, tu es toujours sur ton téléphone portable. Et rien n'existe aujourd'hui pour, en tout cas que je connaissais avant que tu me le pitches, pour enregistrer les calls avec de l'IA derrière. Et de résumer le tout, de le pousser dans le CRM. Tu vois, je le vends moi-même. Ben oui, parce que, mais voilà. j'admire, c'est que le pitch est bien passé. Top. Mais en tout cas, tu vois, on discutait avec Orange sur le sujet parce que Orange est au bord de Ringover. Ouais. Et on leur a dit, voilà, on veut des cartes SIM pour fournir des nouveaux services, etc. Et en fait, j'ai eu un des C-level d'Orange qui me dit, ouais, très bien, mais tu m'en commandes 300 000 et après on voit, tu vois. Bon, c'était un peu pour me dire, vas-y, va voir un revendeur, mais c'était histoire de me le dire gentiment. Je l'ai pas pris mal, ok. Sauf que maintenant, je leur montre, ils me disent, c'est phénoménal ton truc, allons-y, voyons comment est-ce qu'on peut avancer, etc. Donc non, franchement, c'est partie Seamless qui avance très bien. On travaille sur la partie chatbot et sales coach. Ok. Parce que c'est un des channels qu'on n'adresse pas aujourd'hui dans Ringover, mais très très bientôt ce sera release. La partie VoiceBot sur laquelle on travaille, parce qu'en fait le VoiceBot c'est quoi? C'est un chatbot sur lequel on vient intégrer une voix de synthèse et une reconnaissance en temps réel. Reconnaissance en temps réel, on a un moteur en interne qui marche très très bien, qui est 10 fois plus rapide que le Whisper classique, et qui en fait a été basé de base sur le fait de pouvoir faire du temps réel avec du VoiceBot. En fait, on avait prévu à la base. Donc ça nous a servi pour transcrire l'ensemble des conversations de Ringover, le tout sans augmenter les prix des licences. Et maintenant, on va l'utiliser pour la partie VoiceBot afin de reconnaître en temps réel, le passer dans un LLM qui va chercher dans ton Zendesk ou n'importe quel outil et te le faire avec le ton le plus naturel possible, une voix de synthèse directement au téléphone. Donc là, le rôle de l'IA, c'est vraiment d'implanter de l'IA sur toutes les étapes, toute l'utilisation, effectivement. Et si on fait un peu de prospective, alors malheureusement, il est que 14 h, mais s'il avait été 19 h et qu'on pouvait boire des coups ensemble, dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu pourrais faire? Franchement, moi, tu sais, je suis passionné, donc c'est pour ça. Déjà, cette roadmap-là, hyper ambitieuse, parce qu'on peut aller gagner énormément de parts de marché, parce que je pense pas que les agents VoiceBot vont remplacer tous les humains, etc. Je pense qu'ils apportent une expérience client qui est différente. C'est-à-dire que bien sûr que tu as des agents qui répondent au téléphone de 9 h à 17 h ou 9 h à 18 h. Ouais, qu'est-ce que tu fais après 18 h? Qu'est-ce que tu fais dans les autres marchés? Quand on a des licences au Vietnam, ils tombent chez nous, chez des Américains ou des Anglais. Est-ce qu'on pourrait pas directement leur répondre dans leur langue, tu vois? Il y a des sujets comme ça qui sont une expérience client bien meilleure. De même, pour les SMB, hein, c'est de là où on vient à la base. Souvent, payer un salaire pour avoir quelqu'un qui décroche le téléphone, c'est pas forcément évident quand c'est des questions ou des réponses simples à apporter. Je pense qu'il y a vraiment un réel marché là-dessus. Il y a tout à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de boîtes se mettent sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il y a un boulevard. C'est un marché qui est colossal parce que tu vas avoir un marché, je pense, qui sera verticalisé. Tu n'auras pas un unique VoiceBot pour un use case. Tu auras derrière des imbrications dans des CRM, etc., des workers. Donc tout ça va être passionnant. Je pense qu'on a une sacrée stack techno déjà sur lequel on peut travailler et capitaliser. Voilà. Alors je vais faire un peu le point à gratter, mais est-ce que tu ne penses pas que les commerciaux, les sales, les CSM aujourd'hui ne sont pas suréquipés d'outils SaaS? Alors si, probablement. Hein. Pourquoi je te pose la question? Parce que c'est vrai que maintenant tu commences à te rendre compte, et qui pour moi a été aussi une raison du churn un peu de 2022-2023, c'est-à-dire que quand tu commences ta journée de travail et que tu dois ouvrir 7, 8, 9 onglets d'outils SaaS différents pour commencer à travailler, c'est de la data mis un peu partout, c'est de la charge mentale, du manque de visibilité, t'ouvres ton LinkedIn, ton CRM, ton Slack, ton Ringover, même s'il est plugué, et donc ça te fait des actions dans tous les sens, ton Casper, ton Lusha, enfin bref. La stack peut être énorme. En fait, tout dépend là où tu t'arrêtes. C'est aussi dans ton choix de stack techno, là où il faut que tu fasses des choix. Par exemple, nous, c'est un peu différent parce que, tu vois,
on dit souvent que pour un AE full stack, je crois que tu as 40% en gros, de partie grosse et compagnie, 40% de rendez-vous et 20% de closing, quelque chose comme ça. Nous, en fait, la partie 40% de discovery, bien sûr qu'il y en a encore sur la outbound, etc. Mais il y en a beaucoup aussi côté gros. C'est eux qui construisent les leads de nos commerciaux, etc. Donc, c'est eux qui ont potentiellement des outils d'enrichissement. Après, oui, c'est sûr que ton sales, il va travailler avec plein d'outils. Nous, on a Cadence justement pour éviter cette partie charge mentale que tu disais très bien tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire, OK, chacun des leads qui vient sur le site web peut être repoussé directement dans ta Cadence et on appelle automatiquement, c'est logué dans le CRM. Ils n'ont pas besoin de se prendre la tête et de se dire, ah oui, j'ai peut-être oublié celui-ci, etc. Sinon, je comprends que c'est une charge mentale de dingue. On essaye après de simplifier vraiment la vie d'utilisateur, tu vois, genre que tu puisses arrêter de prendre des notes. On travaille sur le fait de remplir automatiquement le CRM pour des cas de qualification. On disait tout à l'heure, pour un recruteur, quand il doit faire des appels de qualification, bon, ça pourrait être un voice bot, ok, mais si c'est un humain, comment quand il va qualifier, est-ce que l'adresse est bien celle-ci? Est-ce que vous cherchez bien un package à cette hauteur-là? Et en fait, des oui-non, etc., l'IA peut directement, issu de la transcription, remplir le CRM avec ça. Donc on essaie de faire gagner du temps. Bien sûr, tu peux aller à outrance et avoir 10 fois trop d'outils, en avoir pas assez. C'est un juste milieu. Franchement, tu dois avoir les bons outils pour. La chance qu'on a, c'est qu'on reste un must-have. Donc en fait, les gens ont besoin de faire du nouveau business. Et Ringover, ça sert à créer du business. De toute façon, le point d'équilibre est toujours difficile à trouver et il est toujours mouvant, il change effectivement au fil des années. Mais c'est vrai qu'il est toujours intéressant de challenger régulièrement sa stack technique et c'est pas facile parce qu'on se rend compte que sa stack technique en fait joue beaucoup dans les process internes qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, c'est très différent entre les US et l'Europe. Pourquoi? Tu sais ça, non? En Europe, on aime bien avoir un seul outil, une seule facture qui fait un peu tout, etc. Les Américains, c'est pas trop ça. Les Américains, c'est je veux le meilleur de chaque fonctionnalité. Okay. Ils vont te prendre, j'en sais rien, je viens pour Netflix pour la VOD. Ils vont te prendre Salesforce pour le CRM. Ils vont te prendre HubSpot pour le marketing automation. Ils vont te prendre Ringover pour le CCaaS. Ok, cool. En Europe, ils vont se dire, ok, est-ce que je peux pas avoir un outil qui fait tout? C'est vrai. T'as tout à fait raison. Et du coup, c'est deux points de vue qui sont complètement différents. Eux, ok, ont peut-être un peu plus de pouvoir d'achat. En Europe, tu as quand même ce truc de se dire, je veux une seule facture, je veux que ça fasse tout, même si c'est pas le meilleur dans tout. Voilà, il y a ce comportement différent. Okay. Et pourtant, derrière, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités qui sont faites par les entreprises. Et toi, en interne, tu es plutôt de la philosophie de je veux avoir chaque outil le meilleur des outils, ou je préfère avoir un outil uniformisé, même si sur quelques features, sur quelques options, c'est un peu moins bien? Alors en fait, on laisse le choix. Ah bon? C'est-à-dire qu'on fait des offres, en gros, basées sur Telephony Cloud, et tu as quelques add-ons qui te permettent... Ok. Exactement, pour les clients. Ouais, et tu as des add-ons qui te permettent dans ton offre de te dire, voilà, je prends le Omnichannel, je prends le CRM, je prends la partie Empower, etc. Nous, en interne, on a fait le choix justement de prendre plutôt les meilleurs de chaque catégorie. Okay. C'est intéressant. Ça, si tu veux qu'on y vienne, on s'était dit, OK, Salesforce, génial, mais quand on l'intègre pour tout. Dans mon Salesforce, j'avais ma Customer Base, mes tickets, le marketing avec Pardot, etc. Donc je me suis dit, génial, tout est dans Salesforce, on a un outil, c'est le cœur de l'entreprise, c'est le cœur du réacteur, on fait bien et voilà. À refaire, on ne refait pas ça. Intéressant, parce que moi j'étais plutôt dans cet état d'esprit. Et bien à refaire, nous on ne refait pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a dû élaguer tout Salesforce pour que chacune des entités de l'entreprise prenne le meilleur. C'est-à-dire au marketing, ils ont du HubSpot pour le marketing automation, ça marche très bien. Pour le support, ils ont pris Zendesk, ça marche très bien. Au pire, il y a Jira pour la partie vraiment dev pure. Et Salesforce ne sert qu'au CRM. En fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, et au moins, nous, on est très contents. Et pour réconcilier la donnée, c'est pas une usine à gaz? Si, aussi. Ah, il faut bien. Franchement, rien n'est parfait. J'ai développé un nouvel outil. Franchement, rien n'est parfait. Et en plus, on a un outil interne qui est un mini CRM maison et qui fait toute la partie CPQ. Franchement, non, c'est évidemment que c'est un bazar, mais...
Non, très intéressant, parce que bon, c'est une des réflexions aussi que j'ai en ce moment sur, on re-challenge notre self-stack, à savoir, est-ce qu'on travaille l'uniformisation ou Ouais. justement on essaie de prendre le meilleur des outils, et c'est tout un débat. C'est pareil, hein, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Tout dépend comment vous travaillez, et tout dépend quels sont vos choix, hein. C'est quoi ta vision du marché d'ici 5 à 10 ans? Est-ce que tu penses qu'on va arriver sur des métiers, sur des marchés matures où, in fine, toutes les boîtes et toutes les solutions SaaS auront intégré de l'IA, et après, ça va être un cycle économique assez court de 4-5 ans, où on est vraiment sur une tendance type révolution industrielle, où on va continuer de découvrir après derrière des nouveaux usages? Alors, le marché tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est que c'est un marché qui est très tendu. C'est plus 2021. Il y a beaucoup de boîtes justement qui ferment malheureusement. Et ouais, le marché est très dur en ce moment. L'IA a apporté un intellectuel hyper intéressant après 2021, où en gros, après le Covid, il y avait un vide intellectuel complet, c'est-à-dire que niveau innovation, c'était zéro, nouveauté zéro. Et en fait, OpenAI est arrivé avec DaVinci ou ChatGPT après, avec un truc, Generative AI, qui marchait hyper bien. De là, on a découlé plein de choses. Mais en fait, la Generative AI, c'est juste un outil comme un autre. Comme on dit tout à l'heure, Excel. C'est un formidable outil dans lequel il y a plein d'usages qui se créent. Maintenant, c'est génial, tout le monde l'utilise. Est-ce que c'est une révolution industrielle? Probablement. Est-ce qu'il y a une révolution industrielle à venir? Possible, mais à voir. En fait, ce qui va se démocratiser, c'est plutôt l'interaction voice-bot. Tu as vu tous les agents créés par OpenAI qui permettent de cliquer à ta place. Un peu, on peut peut-être se imaginer que demain, il y aura même de la QA. Donc, en gros, la partie où tu vas faire des tests automatisés qui vont être faits par un agent, peut-être que tu pourras peut-être programmer. On peut imaginer la partie sales en IA. Est-ce que demain, un voice-bot va t'appeler et te démarcher? La législation en Europe est J'ai reçu compliquée. 2-3 coups de fil. Alors, ça rend très bien aux 2 premières questions, quand Oui. tu as traité ciblé. Et au bout de la deuxième, tu sens que ça bug un peu. Souvent pour te vendre de l'énergie. Il y a un côté très désagréable où on se dit, j'ai plus envie de bosser avec cette boîte qui prend même pas le temps de m'appeler personnellement, alors que moi, je prends du temps pour lui répondre et que je suis un humain derrière, quoi. Alors, C'est de l'ego. aux États-Unis, c'est aussi très répandu. En Europe, moins. En Europe, on n'aime pas trop. À voir, est-ce que ça va se démocratiser ou est-ce que l'Europe va faire une loi comme d'habitude pour limiter l'usage avant qu'il y ait du business? J'en sais rien, ça, pardon, c'était mon moment, mais... Je comprends, je plus sois. T'as la partie qualification aussi qui est intéressant, pouvoir faire un callback de qualification et ça pourrait être un agent voicebot qui te dit OK. Est-ce qu'on sera toujours obligé aussi d'énoncer que c'est un agent IA? À partir de quel moment on n'arrivera plus à détecter? Parce que là, c'est le début. Exactement. Mais là, on voit même en texte qui arrive, donc on travaille beaucoup sur la VAD, Voice Activity Detection, mais maintenant il y a la VAP, Voice Activity Prediction, c'est-à-dire que tu as des algos qui vont te prédire que tu as fini de parler et du coup qui vont pouvoir te répondre. Donc en fait, l'interaction va arriver à être aussi fluide qu'avec un humain d'ici quelques mois, voire années. À quel moment ça va s'arrêter en fait? Parce que quand tu arrives à avoir un agent qui sait aussi bien te répondre au support que te vendre son dernier produit, franchement c'est génial. Est-ce qu'on va vers ça? Je sais pas. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Grande question. Est-ce qu'on aura tous notre agent qui répondront au call et les agents discuteront entre eux? Ça, et après, je sais pas si tu as vu, mais il y a aussi cette partie anti-sales. C'est-à-dire qu'au UK, il y a l'histoire de la mamie, tu sais, qui répond à des démarcheurs. Non, je la connais pas. Alors en fait, au UK, ils ont inventé quelque chose de super, c'est qu'ils ont fait un voice bot avec une voix de mamie qui en fait va décrocher les appels des démarcheurs et les occuper au téléphone, en leur parlant de tous les sujets, mes petits-enfants, faire semblant de ne pas comprendre, tu vois. Et ça pose la question de se dire, ok, demain, quand on aura des IA sales ou qui vont appeler et qui vont tomber, disons que les humains en auront marre de décrocher des agents AI. Donc ils mettront peut-être eux-mêmes un agent AI comme voicemail ou autre qui leur transféreront l'appel que si ils veulent prendre l'appel. Donc tu auras des AI qui vont se parler à elles-mêmes, tu vois. Exactement, ouais. On va où, tu vois? On s'arrête où? Non, mais c'est un vrai sujet, le futur de la vente, parce que je suis sales, on est sales, personne n'est démarché, mais pourtant rien ne se vend s'il n'y a pas une interaction humaine. Ouais, et pourtant, tu vois que sur LinkedIn, tu as déjà beaucoup de bots qui commencent à venir. Tu es démarché, tu ne sais même pas, mais en fait, c'est des bots qui t'envoient. Il y a des super logiciels sur le marché qui permettent de faire ça.
qui permettent de t'auto-connecter, d'envoyer un premier message, deuxième message, une relance. Tu sais plus en fait si tu as un humain derrière. Après, tu as un biais cognitif qui se met en place. C'est un peu comme dans les années 2016-2018, dans cette période-là où tu avais les premiers outils de séquencing qui reprenaient ton nom, ton prénom, le nom de ta boîte, etc. Et lorsqu'on envoyait ses premiers mails, ça fonctionnait du feu de Dieu. Ouais. Les gens avaient vraiment l'impression d'avoir un message personnalisé. Ensuite, tu as un Après, biais cognitif qui se met en place parce que tu sais effectivement que tu t'es fait prendre dans une séquence mail et tu te dis putain, il est où le bouton se désinscrire. Et donc je pense que ça va faire la même chose avec l'IA. Mais en même temps, et c'est pour ça que je suis assez rassuré sur le métier du sales, parfois quand je fais des présentations dans des fonds d'invest sur les nouvelles méthodologies de stratégie commerciale, je vois beaucoup de founders qui sont des profils ingénieurs et qui sont persuadés que en ayant une très bonne offre de produits et services, les gens vont faire la queue pour l'acheter. Or, tu as des très bons produits qui se vendent pas du tout et des très mauvais produits qui se vendent très bien. La différence, c'est les sales. Et je pose toujours cette question, effectivement, dans les confs de fonds d'invest, et je m'adresse aussi aux alors en posant la question qui a déjà acheté une offre de produits et services à plus de 1000 balles en recevant un email. Personne ne lève la main. Et donc je leur dis, pensez pas que ça va faire quelque chose pour votre produit. Et je pense que ça sera aussi un peu la même chose que l'IA, que ça sera un excellent outil, mais le fait que ça fasse full stack, un peu comme les gens vont acheter directement par Internet, ça va être... Je suis d'accord. Voilà, bon, excuse-moi, j'ai fait un long monologue, non, mais je suis complètement... ma pensée qui rejoint la tienne. Complètement aligné. Allez, 2 petites questions parce que le temps avance vite. Très rapide. Si tu prends un peu de recul, quel était ton plus gros challenge, toi, en tant que CEO sur ces quelques dernières années? Alors, CEO, c'est assez récent, depuis juin. Co-founder, trouver les bonnes personnes. Ouais, ça reste toujours... c'est une aventure humaine. Trouver les bonnes personnes qui transforment l'entreprise, qui ont la niaque de se dire « Ok, j'y vais ». Tu le disais, oui, on aurait fait un système de product-led growth directement sur le site web de Ringover. On n'aurait jamais fait ce carton. Jamais. Il a fallu des gens qui vendent, des sales. Il a fallu des partenaires, il a fallu du support, il a fallu tous les métiers de Ringover pour pouvoir assurer derrière la qualité de service et l'expérience client nécessaire. Donc le plus dur, c'est de trouver les bonnes personnes. C'est vraiment le challenge. Et après, oui, tu as les challenges classiques, internationaux. Tu passes d'une boîte franco-française à une boîte où on est quasiment trilingue. Arriver bientôt à English First. Nous, on n'est pas encore English First, mais quasiment. En tout cas, tous les Hollands et compagnie sont faits en anglais. L'idée, c'est de pouvoir se dire, OK, comment est-ce qu'on continue le scale? On est 335. Comment est-ce qu'on va aux 100 millions? Comment est-ce qu'on recrute les gens nécessaires pour le scale? Quels sont les nouveaux pays qu'on va adresser? Comment est-ce qu'on les adresse? Est-ce que tu as vu, l'Espagne, ça marchait d'une telle façon, le UK et les US d'une autre? Quelle est la stratégie à répliquer? Quel est le moment? Quel est le marché? Toujours être en avance de la concurrence, à offrir une vraie valeur ajoutée pour les équipes sales, les équipes support et le staffing. Donc, principalement, franchement, le challenge, c'est de trouver les bonnes personnes. C'est un vrai challenge. Surtout en ce moment. Mais c'est un autre sujet, on aura peut-être l'occasion de se faire quelques éditions. Avant-dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Est-ce qu'il y en a un qui te pop quand je te pose cette question? Ne sois pas gentil, sois vrai. À méditer. Non, je ne répondis pas, c'est tout à fait juste, mais à méditer. Allez, dernière question. Si je devais interviewer quelqu'un juste après toi, est-ce que tu as un nom qui aussi te pop en tête, qui pourrait apporter un peu de valeur dans la continuité à nos podcasts We Are Sales? Anne Tessier. Anne Tessier? Très bien. Eh bien, écoute, Anne, si tu écoutes le podcast, sache que il est fort probable que je te passerai un coup de fil rapidement. Top. Eh bien, écoute, Ludovic, un énorme merci pour notre échange, un énorme merci d'avoir pris le temps. Merci. Un grand merci aussi à nos auditeurs, toujours aussi nombreux chaque année à nous écouter et à partager cette passion du sales. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes sur We Are Sales.